Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on vous sort donc une toute nouvelle vidéo consacrée aux personnages de la saga et notamment à l'un des personnages les plus extraordinaires de l'univers Harry Potter et dont la popularité doit certainement beaucoup à l'incroyable interprétation d'Helena Bonham Carter dans les films. C'est donc évidemment de Bellatrix Lestrange que nous allons vous parler aujourd'hui. C'est l'une des sorcières les plus fascinantes, les plus incroyables, les plus dingues aussi, peut-être même les plus folles de toute la saga, malgré le fait qu'elle appartienne au Mange-Morts et donc aux forces du mal. Vraiment, nous l'adorons. Nous allons tenter dans cette vidéo de vous faire découvrir cette sorcière talentueuse, mais profondément ancrée dans la folie, avant de parler avec vous du lourd héritage qu'elle laissera derrière elle après sa mort. Bellatrix Black est née en 1951 de l'union de Sirius et Drulea Black. Elle est l'aînée d'une famille de 3 enfants, puisque ses 2 sœurs ne sont nul autre qu'Andromeda Black, dont on vous a déjà parlé dans une précédente vidéo, et Narcissa Black. Elle grandit dans un univers de noirceur, dans une famille considérée comme étant l'une des 28 sacrées, tirée du livre éponyme rédigé de manière anonyme et qui liste les 28 familles de sang pur. On sait que l'ambiance dans la famille des Black demeure on ne peut plus tournée vers la primauté du sang pur et de la magie noire, et elle compte comme cousins Sirius et Regulus Black. Autant vous dire que le portrait de cette famille est déjà fait et qu'on n'est pas exactement dans le profil d'une famille de sorciers tout à fait classique. Ce sont des gens puissants, riches, déterminés et surtout passionnés par la magie noire et les intrigues politiques. Bellatrix rentre à Poudlard aux alentours de 1962 et va évidemment être envoyée directement à Serpentard. De sa scolarité, on ne sait pas véritablement grand-chose, mais on peut imaginer que ses études seront plutôt brillantes, compte tenu de sa puissance magique extraordinaire et de ses capacités qui en feront l'un des atouts majeurs de Voldemort plus tard. De nos connaissances après sa scolarité à Poudlard, Bellatrix Black n'a jamais vraiment essayé de travailler. Elle s'est tournée très rapidement vers les forces du mal, en rejoignant Voldemort et en devenant l'une de ses mange-morts. On sait que Tom Jedusor va lui apprendre à maîtriser les forces du mal et la magie noire à un niveau très peu atteint, en tout cas par aucun des autres mange-morts de cette époque. Il faut dire qu'il y a de la rage, de la haine et de la colère dans Bellatrix Lestrange. D'autant plus que, après la tragédie familiale du départ d'Andromeda, qui se maria avec un émoldu du nom de Tonks, mais aussi avec la trahison de Sirius Black qui finit à Gryffondor, qui devient ami des Potter et de Dumbledore et compagnie, on peut imaginer effectivement que tout ça était un petit peu compliqué à gérer dans la famille Black. Et c'est auprès de Voldemort en fait que Bellatrix va faire la connaissance de son mari, Rodulfus Lestrange, qui lui aussi est issu d'une très vieille famille de sang pur baignée par la magie noire. Alors, on ne sait pas s'il s'agissait d'un mariage d'amour, mais il apparaît au final qu'il est extrêmement peu probable que Bellatrix soit capable de faire preuve d'amour pour une autre personne que celle du Seigneur des Ténèbres. D'ailleurs, on sait qu'elle ne recevra jamais véritablement les mêmes sentiments de la part de Voldemort, puisque cette notion lui est tout bonnement inconnue et qu'il refusait de s'attacher à quiconque, mis à part plus tard peut-être à son serpent pour les raisons que l'on connaît et dont on vous a déjà parlé dans une vidéo spécifiquement dédiée au personnage de Nagini dans Les Animaux Fantastiques 3. Pendant la première guerre des sorciers, celle que l'on appelle désormais Bellatrix Lestrange, se jettera corps et âme dans la bataille et fera preuve de capacités absolument hors normes pour satisfaire les désirs et les ordres de son maître et donc ainsi se faire repérer. Elle est une fanatique au sens premier du terme, à la fois de Voldemort mais aussi de ses ambitions et de ses projets. Elle développe à cette époque-là déjà un sadisme poussé à l'extrême. Bellatrix tuera, torturera tous ceux qui tenteront de s'opposer sur le chemin du Seigneur des Ténèbres. Lorsque Lord Voldemort sera provisoirement détruit par Harry Potter et le sortilège très ancien créé par Lily Potter, Bellatrix pilotera un commando composé de Barty Croughton Jr. On a déjà fait une vidéo sur ce personnage que vous pouvez retrouver dans notre playlist personnages, composé également de son mari et de son beau-frère Rabastan Lestrange. Ils se rendent chez les Noms du Bas afin d'obtenir des informations précises sur ce qui est arrivé à Voldemort la nuit où il a perdu ses pouvoirs. Il faut dire que les Aurores, Alice et Frank Londubat, sont connus pour être particulièrement proches de Dumbledore et membres de l'Ordre du Phénix depuis sa fondation. Ils sont donc peut-être, effectivement, on peut en tout cas imaginer, détenteurs d'un certain nombre d'informations sur la nuit des meurtres de Lily et James Potter, mais également sur ce qui est arrivé à Lord Voldemort. Bellatrix sera celle qui torturera le plus longtemps et le plus violemment Alice et Frank,
à l'aide du sortilège de Loris, jusqu'à leur faire perdre la raison. Raison qu'ils ne retrouveront d'ailleurs jamais. Ils sont depuis toujours à l'hôpital Sainte-Mangouste dans un état proche du végétatif. Et leur fils, Neville, qui a le même âge que Harry Potter, se trouve donc orphelin lui aussi et sera élevé par sa grand-mère avec toujours cette difficulté pour Neville de grandir dans l'ombre de ses parents qui sont de véritables héros du monde magique et qui en même temps sont présents tout en étant totalement absents. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui, pour Neville, est central dans la formation de son personnage. Mais on en reparlera probablement plus tard. Les 4 Mangemorts donc seront retrouvés peu après et seront capturés probablement par Maugrey Foley et un certain nombre de ses aurores. Ils sont traduits en justice immédiatement, ils sont condamnés à une peine de prison à vie à la prison des sorciers d'Azkaban. Et leur séjour à Azkaban, en fait, n'a pas vraiment été documenté. On ne sait pas véritablement ce qu'il se passe pendant ces 16 années d'incarcération. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la folie et le fanatisme de Bellatrix Lestrange ont été décuplés par la présence des Letrakers, ce qui indique vraiment un esprit bien plus que dérangé. Lorsque Lord Voldemort retrouve son corps et ses pouvoirs magiques, il ne faudra pas bien longtemps pour qu'il délivre de la sinistre prison ses Mangemorts les plus fidèles, dont évidemment Bellatrix, Rodulfus et Rabastan. C'est ainsi que Bellatrix et les deux Lestrange reprennent très vite leur place auprès du Seigneur des Ténèbres, qui a très bien compris d'ailleurs que la loyauté et la fidélité de Bellatrix étaient on ne peut plus acquises et surtout très précieuses pour les plans de la future bataille qui s'annonçait. Comme vous le savez, dans les événements de Harry Potter et l'Ordre du Phénix, le ministère de la Magie ne veut pas croire au retour de Lord Voldemort et ne veut surtout pas communiquer sur le sujet. Le ministère, par l'intermédiaire de la Gazette des Sorciers, d'ailleurs qui a été totalement reprise en main finalement, affirmera que cette évasion était l'œuvre de Sirius Black, et effectivement, comme il s'agissait officiellement du premier sorcier à s'être évadé de la prison, l'excuse était on ne peut plus belle, la Libye en tout cas tenait la route. Officiellement, les Mangemorts évadés étaient recherchés par les aurores et le ministère, mais on peut imaginer que la recherche fut au fait assez molle, compte tenu de la difficulté de mettre la main sur des sorciers aussi puissants et surtout aussi proches de Voldemort. On peut imaginer évidemment qu'à ce moment-là, ils passaient la majorité de leur temps au manoir des Malfoy, qui était devenu un peu le repère et le QG des forces du mal. Le ministère recherchera effectivement probablement pendant un petit temps quand même ceux qui se sont évadés parce que Le ministère recherchera en fait tellement mollement les Mangemorts qui s'étaient évadés que nous les retrouverons très peu de temps après au sein même du ministère de la Magie dans le département des mystères. On retrouvera à ce moment-là Bellatrix Lestrange au ministère le jour de l'intervention de l'armée de Dumbledore. C'est à ce moment-là que l'armée de Dumbledore, menée par Harry Potter, arrive au ministère de la Magie pour sauver Sirius Black, qui était soi-disant en danger suite à une vision que Harry avait vue et qu'en fait que Voldemort avait implémenté dans son esprit. Donc elle fait partie de ce commando, piloté cette fois-ci par Lucius Malfoy. Le commando est d'ailleurs composé également de Rodulfus et de Rabastan Lestrange. C'est à ce moment-là qu'une première opposition va se jouer entre Harry Potter et Bellatrix, alors que Lucius tente de récupérer la prophétie. Harry Potter, qui cette année-là avait quand même une tendance à extérioriser, parfois peut-être un peu trop, tout ce qui lui passait par la tête, va défier verbalement Bellatrix en invoquant le nom de Tom Jedusor, mais aussi le statut de sang-mêlé de Voldemort, c'est qui demeure en fait des tabous absolus, au sens en tout cas premier du terme et non du sort, chez les Mangemorts. Ces allusions vont faire enrager Bellatrix, qui à ce moment-là essaye de le stupéfier, sortilège bloqué par Lucius Malfoy, qui lui voulait poursuivre la négociation, mais surtout éviter que la prophétie ne se casse. Durant la bataille du département des mystères, Bellatrix va se montrer très condescendante en défiant les membres de l'armée de Dumbledore. Bon, et c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'absolument aucun d'entre eux, mis à part peut-être Harry, n'avait les capacités pour lui résister et surtout encore moins pour la battre. Elle va essayer sans succès d'ailleurs de subtiliser la prophétie à Harry Potter grâce à un sortilège d'attraction, mais la réactivité de Harry Potter l'empêchera, grâce à un sortilège de protection, d'arriver à son but. Elle essaye ensuite de torturer Ginny Weasley à l'aide encore une fois du sortilège de Loris, en espérant que cela amènerait Harry à lui donner la prophétie. Et c'est à ce moment-là en fait que l'Ordre du Phénix arrive. Alors, au tout début, évidemment, c'est sûr que l'arrivée de l'Ordre du Phénix va déstabiliser un petit peu les Mangemorts, qui, là, vont faire face quand même à des ennemis un petit peu plus costauds que la simple petite armée de Dumbledore, tout aussi courageuse qu'elle pouvait l'être.
Donc elle est opposée dans un premier temps à Nymphadora Tonks, qui n'est donc d'autre que sa nièce. Elle va s'en débarrasser très rapidement avant de s'occuper de son cousin Sirius Black, qui va être projeté par l'un de ses sortilèges à travers le voile dans la chambre de la mort. C'est ainsi que Sirius va être tué. Avant de prendre la fuite, elle vainc également Kingsley Shacklebot. Cette séquence en dit d'ailleurs très long sur la capacité de Bellatrix Lestrange à exercer ses talents et sa magie pour le moins impressionnante et à se débarrasser d'ennemis qui sont quand même des gens robustes. Il est d'ailleurs assez dommage que la bataille au département des ministères dans le film, bien que effectivement mémorable par sa violence et sa puissance, ne laisse pas une plus grande place à Bellatrix et à ses exploits qui sont quand même impressionnants, et en tout cas bien plus impressionnants en réalité que de crever le tympan accidentellement de Neville Londubat, ou plus fictionnellement encore de tuer Sirius par surprise, car en réalité Bellatrix Lestrange n'a pas du tout tué Sirius Black par surprise. Ça s'est joué entre guillemets à la loyale, et donc il y a cette petite dimension là qui manque effectivement dans le film Harry Potter. Par la suite, le film va se montrer quand même un peu plus fidèle à la réelle histoire. Harry va poursuivre Bellatrix jusque dans l'atrium du ministère et va tenter de lui faire subir le sortilège de Loris à cette espèce de meurtrière de son parrain, tant la rage l'habitait à ce moment-là. Seulement, Harry ne va pas y arriver et Bellatrix le comprendra très rapidement, car ce qui n'est pas montré en fait dans la version cinématographique, c'est que Bellatrix contrôle l'occlumencie de manière absolument parfaite, parce qu'en plus elle l'a appris auprès de son maître qui est probablement l'un des sorciers, on peut en convenir qu'il est plus doué en la matière. La suite, on la connaît assez facilement. Dumbledore va sauver la vie de Harry Potter au dernier moment et s'attaquera à Voldemort dans un combat pour le moins impressionnant et qui demeure effectivement l'un des mieux filmés de toute la saga et qui, on l'espère, va servir de référence pour les futurs combats dans les Animaux Fantastiques. Cette attaque ratée du ministère et la destruction de la prophétie va avoir un coût assez élevé pour Voldemort et les Mange-Morts, dans la mesure où de nombreux Mange-Morts vont être capturés à ce moment-là par l'Ordre du Phénix et les Aurores, dont notamment par exemple Lucius Malfoy qui va être incarcéré à la prison d'Azkaban. Ensuite, et comme souvent, Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, qui est probablement la pire adaptation jamais vue du Wizarding World, a dénaturé une sacrée partie de l'intrigue, et cela va beaucoup compter par la suite, vous allez le voir. Bellatrix Lestrange ne participera en réalité absolument jamais à la bataille de la Tour d'Astronomie le soir de la mort de Dumbledore, et ne participera donc pas au commando qui était destiné à le tuer. Et on ne verra jamais effectivement Bellatrix se balader dans les couloirs du château en faisant le plus de dégâts possible. En réalité, dans Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, Bellatrix est la grande absente. On ne la découvre qu'au tout début du livre, dans l'impasse du Tisseur, lorsqu'elle va accompagner sa sœur, Narcissa, chez Severus Rogue, où elle sera la garante du serment inviolable pour protéger Draco. Ensuite, et pendant en fait ce laps de temps, plus du tout de nouvelles de Bellatrix. En réalité, les événements relatés dans Harry Potter et l'Enfant Maudit vont venir compléter parfaitement l'histoire et expliquent pourquoi Bellatrix est étrangement absente durant ce tome. En effet, a priori, c'est la période parfaite où Voldemort et Bellatrix auraient conçu donc Delphine Riddle, la fille de Voldemort. Alors, on sait que certains vont bondir dans leur chaise pour dire que non, c'est complètement dingue comme histoire, ça ne peut pas exister. Alors, ça pourrait paraître effectivement assez étonnant, mais cependant, et comme on a pu l'expliciter un peu dans une vidéo FAQ sur Harry Potter et l'Enfant Maudit que nous vous avons présenté la semaine dernière, il ne faut pas se tromper de constat. On le sait, Voldemort était absolument obsédé par son immortalité et par sa postérité. Les deux éléments, d'ailleurs, dans la personnalité de Voldemort, étant toujours totalement entremêlés dans ses plans, et on l'a vu par exemple avec les Horcruxes. La création d'une héritière ne répond donc pas à une volonté humaine ou à une soudaine affection de Voldemort pour Bellatrix Lestrange, bien sûr que non. Voldemort, il est tout simplement comme tout dictateur, empereur, roi ou tyran, il est obsédé par la question de sa survie réelle ou de sa survie symbolique. Delphine Gédusor n'est pas une enfant née de l'amour, elle est engendrée dans l'unique but, dans l'unique espoir d'être une roue de secours en cas de pépin, pour permettre une énième résurrection le moment venu.
Système quand même qui est effectivement plus élaboré qu'un Horcrux, car là pour le coup c'est vraiment indétectable. Et en effet, Bellatrix sera probablement conçue et accouchée lors de la 6e année de Harry Potter, avant qu'on ne la retrouve dans Harry Potter et les reliques de la mort. C'est vrai que cette période-là, malheureusement, dans les films, ne permet pas d'imaginer effectivement qu'il ait pu se produire cet événement dans la vie de Bellatrix et de Voldemort. Et pourtant, c'est vrai que cette absence, assez étrange d'ailleurs, puisque Bellatrix Lestrange est quand même très présente dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, puis dans Harry Potter et les reliques de la mort du 6e tome, laisse à penser que effectivement J.K. Rowling avait vachement bien ficelé son truc et qu'elle s'était justement préparée à ce qu'on ne puisse pas lui faire le reproche en disant bah oui mais dans le 6e elle combattait, elle était à tel endroit, à telle bataille, donc ce n'est pas possible. Là c'est vrai qu'en l'occurrence Bellatrix Lestrange est extrêmement absente tout au long de ce tome, alors que pourtant on voit défiler un certain nombre de Mange-Morts que l'on découvre et dont on apprend d'ailleurs qu'ils sont sacrément frappés pour la plupart. Donc c'est vrai que là-dessus c'était un peu le truc. Mais bon, revenons aux événements de Harry Potter et les reliques de la mort. Donc on la retrouve dès le début de cette 7e aventure, où elle va faire partie de la bataille des 7 Potters. Alors, on sait qu'elle est installée au manoir des Malfoy chez sa sœur Narcissa, ce qui plaide d'ailleurs là aussi pour la conservation d'un secret très bien gardé, puisque quand même entre sœurs ce genre de choses peuvent se dire. Mais en tout cas, si on en revient à la bataille des 7 Potters, elle va s'en prendre notamment à Ron et à Tonks, et fera tout ce qui est en son pouvoir d'ailleurs pour tuer Tonks. Heureusement, Ron va réussir absolument brillamment à blesser Rodolphus Lestrange dans un chaos absolument indescriptible, et cette action héroïque va permettre à Tonks de filer quelque peu à l'anglaise. Peu de temps après, Bellatrix place une copie de l'épée de Gryffondor dans son coffre à Gringotts, en pensant qu'il s'agit de la vraie, même si maintenant on sait qu'il s'agissait effectivement d'une copie qui avait été fournie par Rogue, par l'intermédiaire de Poudlard, pour effectivement garder secrètement l'épée de Gryffondor cachée dans une cavité derrière le portrait de Dumbledore dans le bureau du directeur de Poudlard. Plus tard, en mars 1998, selon la chronologie officielle du Wizarding World, quand Harry, Ron et Hermione se feront attraper par les rafleurs, elle torture Hermione pour avoir la vérité. Alors d'ailleurs, elle ne la torture pas avec une dague, mais elle la torture grâce au sortilège de Doloris. La suite on la connaît, Dobby va intervenir et sera tué lui aussi par un sortilège et non pas par une dague. On retrouve donc ensuite une dernière fois Bellatrix pendant la bataille de Poudlard, où elle va se battre avec force, et elle sera d'ailleurs la toute dernière Mange-Mort à se battre. Après avoir tué sa nièce Nymphadora Tonks, elle s'en est pris à Hermione, Ginny et Luna. Elle était seule contre les trois et sans grande difficulté, elle a réussi véritablement à les repousser. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans le livre, et ce n'est pas montré malheureusement une fois encore dans le film, elle va se battre dos à dos avec Voldemort qui, lui aussi, doit faire face à McGonagall, Slughorn et Kingsley Shacklebolt. En essayant de tuer Ginny Weasley, ce qui va d'ailleurs échouer d'extrême justesse puisque le sortilège de la mort va la frôler de quelques centimètres, elle va déclencher la fureur de Molly Weasley qui va finir par la tuer. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose d'assez étonnant et qu'on ne voit pas non plus dans le film mais qui est très bien expliqué dans le livre par J.K. Rowling, c'est que tandis que en fait, la foule hurle de joie sur la mort de Bellatrix Lestrange, Voldemort, lui, va pousser un cri. Alors ce cri, est-ce que c'est de la douleur? Est-ce que c'est de l'amour au final? Ou est-ce que c'est juste de la déception de savoir qu'il est désormais seul et qu'il perd sa plus fidèle alliée? Alors, ça, c'est une question qu'on peut se poser puisque, effectivement, il y a toujours eu un peu de théorie chez les fans de savoir quel était le Mange-Mort qui était le plus proche de Voldemort. Certains disent que c'est Rogue, et c'est vrai que Rogue a eu un poids très important auprès du Seigneur des Ténèbres, et d'autres disent que c'est Bellatrix Lestrange. Nous, personnellement, on penche plutôt pour Bellatrix Lestrange, puisque déjà il lui a confié en quelque sorte l'héritière de son trône et de son titre en concevant Delphini Gélusor, mais c'est aussi quelque part l'une des sorcières les plus puissantes qu'on ait jamais vues et qui a réussi à tenir tête à beaucoup de très très grands sorciers. Elle a reçu un enseignement qu'aucun autre Mange-Mort ne semble avoir reçu de la part de Voldemort lui-même. Donc oui, nous on pense véritablement que sa proximité avec Voldemort est beaucoup plus forte qu'on ne le pense. Donc c'est vrai que là-dessus, il y a peut-être encore des éléments à creuser et que J.K. Rowling peut-être dans quelques interviews réussira à nous le dire, mais il y a peut-être des éléments encore à creuser sur la relation entre Voldemort et Bellatrix. On ne sait pas ce qu'il va advenir du corps de Bellatrix Lestrange après la bataille de Poudlard. Certaines rumeurs disent qu'elle a été enterrée dans le mausolée des Lestrange à Paris, qu'on voit d'ailleurs dans Les Crimes de Grindelwald, le second volet des Animaux Fantastiques.
pourquoi pas, mais en tout cas de cela on ne sait pas grand-chose. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'héritage qu'elle laisse est donc une fille qui est placée chez Euphemia Hall, qui est une femme d'un autre mange-mort qui sera d'ailleurs lui aussi tué pendant la bataille de Poudlard. On sait qu'elle aura versé un sacré montant d'or à Euphemia pour s'occuper de sa fille jusqu'à ce que cette dernière soit prête à accomplir son héritage. Delphini fut nommée, comme le veut la tradition chez les Black, du nom d'une planète ou d'une constellation, ce qui est assez logique et ce qui a pu être effectivement accepté par Voldemort dans la mesure où la famille des Black est une famille de sang pur et que le fait de lier effectivement le nom de Voldemort à celui des Black ne posait pas de problème idéologique ou politique à Voldemort, il va sans dire. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait vous dire sur ce personnage de Bellatrix Lestrange. Encore une fois, c'est un personnage effectivement qui trouve quelque part une jeunesse assez extraordinaire avec l'interprétation vraiment brillante d'Helena Bonham Carter, qui est peut-être l'une des meilleures actrices de toute la saga Harry Potter et quelqu'un vraiment qu'on a toujours plaisir à découvrir dans de nouveaux films ou dans de nouvelles séries. Dernièrement, vous pouvez la voir à l'affiche de la saison 3 et de la saison 4 de The Crown, où elle interprète le rôle de la princesse Margaret, qui est la sœur de la reine Elisabeth II, et c'est vrai que c'est toujours un plaisir de la voir avec ses mimiques, avec son tempérament, avec sa capacité à jouer et à incarner tout un tas de personnages. On se souvient aussi par exemple dans Harry Potter de son interprétation absolument brillante quand elle doit imiter un peu le caractère d'Hermione Granger à Gringotts ou à la chaumière au coquillage. Enfin vraiment, c'est quelque chose où elle sait vraiment s'adapter, copier des rôles, copier des personnages, se les approprier. Si vraiment vous aimez ce personnage, je vous conseille également les très bons films Alice au Pays des Merveilles qui ont été réalisés par Disney, ou encore Le Discours d'un roi, où elle excelle véritablement là aussi dans un rôle pourtant qui était pas facile à tenir et dans un contexte en plus historique qui était complexe. Donc vraiment c'est vrai que Helena Bonham Carter aura profondément marqué ce rôle, alors qu'en fait en réalité elle ne devait pas jouer à la place qui était celle de Bellatrix Lestrange, puisque normalement c'est l'actrice qui plus tard interprétera Narcissa Malfoy, sa sœur, qui devait effectivement prendre le relais, mais elle était enceinte à ce moment-là pour le tournage de Harry Potter et l'Ordre du Phénix, et c'est vrai que ça aurait un peu complexifié les choses. Et alors d'ailleurs, chose un peu marrante, c'est que juste un an plus tard, quand ils vont commencer à tourner Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, cette fois-ci c'est Helena Bonham Carter qui sera enceinte pendant la 6e aventure de Harry Potter. Et ce qui est très très drôle, c'est qu'en fait, au final, ils auraient pu, s'ils avaient connu les idées qui étaient celles de J.K. Rowling pour l'Enfant Maudit, ils auraient pu l'intégrer effectivement enceinte, alors qu'ils ont utilisé tout un tas d'artifices pour ne pas le montrer pendant le 6e volet de la saga Harry Potter. Ils auraient pu effectivement installer ce petit secret, mais il n'était pas encore temps pour J.K. Rowling de le révéler. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait vous dire sur ce personnage. On espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, on est bientôt 1000 et on va bientôt vous organiser un super concours. Donc vraiment, mobilisez-vous et on a hâte vraiment de vous faire découvrir les prochains lots. En attendant, si vous n'avez pas vu nos anciennes vidéos, vous pouvez les retrouver sur notre chaîne et dans nos playlists. N'hésitez pas à les regarder, on essaye de les classer au mieux par thème. Et on vous dit à samedi pour une toute nouvelle vidéo. À très bientôt.